Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la boîte de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Carol Fancott, directrice participation du patient à la FCISS. Bonjour et bienvenue au webinaire d'information aujourd'hui sur le projet collaboratif de diffusion Faire le pont vers la maison. Nous sommes heureux de vous offrir cet appel avec l'interprétation simultanée. Si vous souhaitez voir les diapositives en français ou écouter le français, dites-le nous dans la boîte de dialogue et nos productrices vous aideront à y accéder. Nous vous invitons aussi à participer dans la boîte de dialogue tout au long du webinaire en français ou en anglais. Et nous garantirons que les commentaires importants soient lus de sorte que l'on puisse les entendre sur la ligne anglaise et française. Alors, permettez-moi de commencer par des présentations. Je suis Carole Fancott et je suis ici dans les bureaux de la FCISS avec Christine Maïka, Angela Morin. Alors, Christine Maïka est responsable principale de l'amélioration. Angela Morin est notre patiente partenaire. Et nous avons aussi du soutien de nos productrices, Kelly Ripley et Sheena Powell, ainsi que Isabelle, qui nous offre son soutien. Nous sommes ici au bureau de la Fondation sur le territoire algonquin. Et nous sommes accompagnés aussi de Gail McKean, qui est patiente partenaire avec Imagine Citizens en Alberta, et nous sommes également accompagnés de Shoshana Hahn Goldberg, qui est avec Open Lab au réseau universitaire de santé de Toronto. Alors pour aujourd'hui, il y aura beaucoup de diapositives. Je vous préviens à l'avance que ces diapositives vous seront toutes rendues disponibles après ce webinaire pour que vous puissiez les lire à loisir. Or, nous allons les passer en revue assez rapidement car on va avoir beaucoup de temps à la toute fin pour entendre vos questions. Nous allons donc commencer par parler des transitions et certainement entendre parler de l'expérience de soins du patient. Et c'est d'ailleurs Gail qui prendra la charge de cet élément du webinaire. Ensuite, nous parlerons des 4 éléments de notre projet collaboratif, 4 éléments de la trousse de transition. Ensuite, on vous expliquera comment présenter une demande, pourquoi vous voudriez présenter une demande pour ce projet collaboratif et nous vous fournirons les renseignements dont vous avez besoin pour faire une demande si cela vous intéresse. Alors, je vais commencer par un très bref survol de la FCISS que nous faisons par l'entremise de ces projets collaboratifs. Ensuite, nous céderons la parole à Gail McKean, qui nous expliquera pourquoi c'est un domaine si important et quelle est son expérience des transitions. Et ensuite, nous entrerons dans les éléments de ce nouveau projet collaboratif, Faire le pont vers la maison. Shoshana Hahn Goldberg nous parlera du sommaire de congé axé sur le patient, qui porte l'acronyme OUSP. Et ensuite, Christine et Angela parleront de partenariat avec le patient et des divers éléments de la demande d'admission. Alors, pour commencer, quelques mots sur la FCISS. Vous savez sans doute que nous sommes très dynamiques dans le secteur de la santé. Nous sommes un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement du Canada qui se consacre à l'accélération des améliorations en santé. Et nous le faisons par l'entremise d'identification d'améliorations éprouvées que l'on tâche de diffuser et de mettre à l'échelle partout au Canada. Nous sommes très focalisés sur le triple objectif. Et plus récemment, on l'appelle d'ailleurs le quadruple objectif. Tout le travail que l'on fait est concentré sur l'accélération des améliorations de santé en renforçant l'expérience de soins des patients et de sa famille, renforcer la santé de la population et optimiser les ressources. Également, il faut tenir compte de l'expérience du prestataire qui offre le service aux patients.
dans le même moment qu'on examine l'expérience du patient. Alors, vous voyez ce à quoi on s'attache. Ici, nous avons divers projets collaboratifs qui sont actuellement en cours ou qui seront lancés sous peu dans ces domaines prioritaires. Et comment y arrive-t-on? Eh bien, on y arrive en élaborant des projets collaboratifs dans le cadre desquels on travaille main dans la main avec vous tous, avec des équipes, avec des organismes de santé de partout au Canada, où nous tâchons de renforcer le leadership et de renforcer la capacité en matière d'amélioration de la méthodologie, d'amélioration et de gestion du changement. Un autre élément clé de tous les projets collaboratifs, c'est de renforcer la participation du patient, de sa famille et de sa collectivité. À la Fondation, le travail que nous faisons par rapport à la participation du patient et du citoyen vise à renforcer sa participation active dans toute une gamme d'activités et à faire appel à son expertise acquise par l'expérience dans le cadre du travail que nous réalisons. Et nous voulons renforcer le modèle du partenariat. Voici la définition dont on se sert à la Fondation pour participation du patient et du citoyen qui nous provient de Health Expectation 2011. Alors, à la Fondation, nous nous servons d'un cadre provenant de Kristen Carman et ses collègues à Health Affairs. Vous connaissez peut-être ce cadre. Et donc, le niveau de mobilisation dans lequel travaille la Fondation depuis longtemps, c'est ce que vous voyez en rouge. En ce sens qu'on se demande qu'est-ce que ça signifie entrer en partenariat avec le patient et sa famille de manière significative sur le plan de la structure organisationnelle et surtout dans le cadre des améliorations de la qualité. Vous allez voir que la FCISS joue un rôle très actif dans un certain nombre de projets collaboratifs, un grand nombre d'ailleurs de projets collaboratifs depuis 2010, où la FCISS a offert du soutien à 51 équipes d'amélioration depuis 2010, donc pour renforcer la capacité de participation du patient et de sa famille dans des initiatives d'amélioration de la qualité. Et nous concentrons beaucoup nos efforts sur la conception conjointe et sur la valorisation des réflexions et des contributions du patient et de sa famille en collaboration avec les prestataires, car au final, on estime que les résultats sont meilleurs pour tous par rapport à si on travaillait isolément. À la prochaine diapositive, on vous montre un certain nombre de projets collaboratifs que nous avons lancés depuis 2010, voire même 2009. Donc, c'est le genre de soutien qu'on a pu offrir sur le plan de fonds de démarrage et les équipes qui y ont participé depuis ces années. Alors, cette toute dernière initiative, le projet collaboratif Faire le pont vers la maison, se concentre sur les transitions à proprement parler. Et nous nous servons d'une définition qui nous provient de Jeff et collègues. On dit que la transition est un ensemble de mesures visant à assurer la coordination et le maintien des soins de santé, tandis que le patient est en transit entre divers milieux ou niveaux de soins d'un même contexte clinique. Je dirais que ce projet collaboratif, Faire le pont vers la maison, se trouve vraiment dans l'optique de la transition précisément des soins institutionnalisés, donc on va dire d'un hôpital, vers les soins à domicile ou les soins communautaires. Et il s'agit de voir comment établir un véritable pont d'une équipe de soins vers l'autre, donc de l'équipe hospitalière vers l'équipe en communauté. Et j'aimerais donc accueillir Gail McKean de Imagine Citizens en Alberta, qui nous expliquera son expérience et l'expérience de sa famille en matière de transition, afin d'éclairer l'importance du travail dans ce domaine. Gail McKean, bonjour. Alors, je suis ici à Calgary. Il fait un temps magnifique et je n'ai que 7 minutes. Alors, je vais galoper. Comme Carole le disait, je viens d'une organisation qui s'intitule Imagine Citizens, un groupe de la base vraiment en Alberta qui établit un partenariat entre les patients, leurs familles et le système de santé en vue d'améliorer les soins de santé pour les patients. Alors, j'ai deux brèves histoires à raconter, une positive et une négative. Et j'ai une collègue d'ailleurs qui travaille étroitement avec la Fondation et qui m'a aidé à rédiger ce récit. Alors, mon fils
a des problèmes thérapeutiques complexes. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est mon fils Sam Ouli. Alors, il est jeune adulte, il est derrière tout cet équipement. Alors, jusque dans la vie adulte, il a eu besoin de toutes sortes d'équipements, même de chirurgie. Alors, j'ai dû, moi, lorsque je parlais à Christine Maïka, j'ai dû penser à une expérience positive. Je pense au final que j'ai eu beaucoup d'expériences positives dans le système pour enfants, en fait. Mais dans le monde adulte, je n'avais vraiment aucune expérience positive à relater. Enfin, d'autres en ont peut-être, mais pas moi. Je pense que l'expérience positive est un excellent exemple de ce qu'une transition peut être. Et je pense que ça peut s'appliquer à tout type de patient, quel que soit son âge. Alors, Sam avait 2 ans, il a eu une infection bactérienne au cœur. Il a été admis à l'hôpital pour enfants Calgary. Il a dû recevoir des antibiotiques par intraveineuse pendant 6 semaines. À ce moment-là, j'avais aussi une fille de 5 ans à la maison et je savais qu'un long séjour hospitalier serait difficile pour nous tous. D'abord, on vivait assez loin de l'hôpital, donc on était un peu déchirés entre être avec Sam ou être avec Hélène. On pouvait faire venir Hélène à l'hôpital, mais enfin, pour un enfant de 5 ans, c'était difficile. Alors, j'ai demandé s'il était possible de lui faire un traitement à la maison. Et j'étais ravie de voir que l'hôpital pour enfants envisageait justement de le faire. Alors, on a pu prendre Sam à la maison. Et quand je réfléchissais à l'expérience et pourquoi elle était si positive, c'est que il y a eu un excellent enseignement dans le milieu hospitalier. Alors, euh, c'est moi qui le faisais et mon mari était mon soutien. On a été formés par le personnel hospitalier pour qu'on puisse administrer nous-mêmes les antibiotiques. On a d'abord essayé à l'hôpital avec le personnel jusqu'à ce qu'on soit à l'aise et on avait beaucoup de soutien. On avait des instructions écrites. On avait quelqu'un qui venait vérifier une fois par jour. On avait un numéro qu'on pouvait appeler 24 heures par jour si on devait, si on avait des questions. L'équipe de cardiologie, de pédiatrie, tout le monde était derrière nous. On se sentait vraiment bien soutenu. Alors, lorsque Sam est revenu à la maison, on n'a vraiment pas eu de problème. Il n'y a pas eu d'événements importants négatifs. D'ailleurs, on nous avait expliqué ce qu'il fallait surveiller. D'abord, il s'agissait de voir si la ligne restait intacte ou non et si il se développait une infection autour de l'endroit où il était intubé. Mais donc, à un moment donné, il a perdu sa ligne. Je pense que c'était à peu près à mi-parcours. Il restait la moitié des antibiotiques à prendre. Enfin, on savait quoi surveiller, donc on a appelé. J'ai appelé le numéro et ils ont dit allez aux urgences. Mais ce qui était bien, c'est que on était déjà prêts au service d'urgence. Quelqu'un nous a rencontrés tout de suite et ils ont changé la sonde. Ça a été très, très vite. Et ça signifiait qu'on pouvait rester à la maison avec ça, mais c'était bien mieux qu'être à l'hôpital. Alors, je pense que c'est un excellent exemple d'une bonne transition des soins hospitaliers vers les soins à domicile. Alors, on se sentait très bien outillé, très soutenu. Alors, maintenant, une histoire récente, un peu plus négative, ça fait à peu près 1 an. À l'époque, Sam avait 25 ans. Il avait des douleurs abdominales assez importantes. Je n'étais même pas en ville, moi, à l'époque. J'étais ailleurs. Donc, on l'a admis à l'hôpital avec des douleurs importantes et il avait aussi une pneumonie. Donc, il n'arrivait pas à respirer convenablement parce qu'il avait beaucoup de douleurs. Donc, il a été à l'hôpital pendant une semaine, puis après, on lui a dit il faut une chirurgie. Les chirurgiens locaux estimaient qu'il n'avait pas les compétences, donc il fallait l'envoyer en chirurgie spécialisée. Ils l'ont renvoyé à la maison. Moi, je n'étais pas là, comme je disais. Enfin, et Sam voulait rentrer chez lui de toute façon.
Le problème, c'est qu'il n'y avait pas un plan de congé clair. À part appeler le chirurgien lundi, prenez un rendez-vous. Sam avait des ordonnances pour sa pneumonie. Il devait prendre des stéroïdes, mais il n'avait rien pour la douleur. Évidemment, à l'hôpital, tout cela a été réglé, mais on ne savait pas ce qu'il devait faire à la maison. Et au final, on lui a donné du Tylenol 3. C'est le résident qui lui a donné. Enfin, je fais le plus court possible. Il a fallu 3 semaines avant de voir le chirurgien. Ça a été très difficile. La douleur était dure à gérer et les soins dans la communauté étaient difficiles. Le médecin de famille de Sam venait de prendre sa retraite. Donc, on pouvait aller à son cabinet, mais personne ne le connaissait. Et on sait tous que les jeunes hommes qui ont des difficultés sur le plan de la douleur, qui demandent des médicaments plus forts, enfin, ce n'est pas une chose facile. Donc, essentiellement, on s'accrochait, on essayait d'attendre jusqu'à la chirurgie. Ce n'était pas idéal. Et 3 semaines après, il a dû retourner aux urgences. On lui disait, si vous avez des problèmes, allez aux urgences. C'est ce qu'il a fait. Et il a eu besoin d'une chirurgie urgente. Il avait eu un ulcère. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il a survécu. Mais ça n'est pas une transition idéale. Alors, je pense que c'est à peu près tout pour moi, mon expérience positive et négative en matière de transition, qui ne sont pas uniques, je crois. Christine Maïka, merci Gail. Vous savez, je ne sais pas comment appeler ça, ce qu'on dira les faits saillants. Enfin, c'est vrai qu'il y a des expériences positives, surtout dans le monde de la pédiatrie. La notion des soins centrés sur le patient et sa famille est plus présente. On s'inspire beaucoup de ce milieu. En fait, j'espère qu'on ne se limitera jamais à dire qu'une bonne nouvelle, c'est que le patient survive. Je pense qu'on peut faire mieux. Alors, j'apprécie beaucoup votre apport et le fait que on comprend très bien que vous avez un rôle de partenaire vraiment joué dans ce scénario. Ce qu'on entend dans le récit de Gail, du côté positif comme négatif, c'est qu'elle n'est pas seule. C'est bien documenté dans la littérature scientifique, bien que les transitions sont bien difficiles en santé. On entend souvent parler. Les gens dans le système souvent veulent savoir à qui incombe la responsabilité de l'homogénéité de ces transitions. Le patient et la famille sont souvent le seul fil conducteur entre les soins hospitaliers et à domicile. Comme Gail le disait, les transitions sont souvent très stressantes pour le patient et sa famille. Très souvent, les résultats sont peu avantageux pour le patient. On sait à la lumière de recherches que les réadmissions fréquentes, d'ailleurs, aux urgences, sont évitables. Et souvent, il y a beaucoup d'incohérences et la coordination n'est pas idéale, ce qui crée beaucoup de confusion par rapport à la suite des événements. Par ailleurs, il y a d'autres lacunes, en dehors de ces lacunes de communication, comme les niveaux de littératie. On peut penser aux obstacles linguistiques qui existent dans notre pays, bilingues et voire multilingues. La rétention de directives verbales lorsqu'on est très stressé, ça peut être très difficile. Et aussi, les proches aidants ne font pas toujours partie de la planification du congé. Et enfin, il y a un manque de confiance à assumer les soins une fois que le patient obtient son congé. On présume souvent que le patient et sa famille pourront s'occuper de la gestion de la maladie, des symptômes, mais ce n'est pas forcément le cas. Burke et collègues ont élaboré ce pont qui nous inspire beaucoup. Et j'aimerais mettre en exergue certains des éléments de cette transition de l'hôpital vers la communauté. On est ancré d'un côté sur la communauté et l'autre sur l'hôpital. Alors,
Ce pont exige collaboration entre secteurs, exige mobilisation des patients et des aidants tout au long du processus, et ce modèle est axé sur plusieurs volets pour traiter des 10 domaines. Et ce qu'on sait à la lumière des données probantes, c'est que plus d'interventions, leur multiplicité renforce la qualité des soins. Nous sommes limités dans la portée de ce projet collaboratif par rapport à ce qu'on peut réaliser ensemble en 17 mois, mais on envisage de traiter d'un grand nombre de ces domaines pour orienter l'amélioration de la transition des soins. Alors, j'aimerais passer quelques temps à présenter le projet collaboratif lui-même. Qu'est-ce qu'un projet collaboratif et comment travaillerons-nous ensemble? Alors, on utilise cette expression, projet collaboratif, pour décrire ces possibilités éducatives de réunir des équipes interprofessionnelles pour traiter d'enjeux comme les transitions par l'entremise d'une approche fondée sur le travail d'équipe et l'apprentissage partagé. On appuie les équipes sur le plan de la création ou du renforcement de la culture de l'amélioration. On offre de l'encadrement, des services consultatifs. Et ceci se fait virtuellement et en personne avec un groupe dévoué de personnes qui s'intéressent à l'amélioration de la qualité, dans ce cas-ci, des transitions. Nos objectifs pour ce projet collaboratif lui-même, un projet collaboratif de diffusion, est d'améliorer l'expérience du patient et du prestataire dans la transition de l'hôpital aux soins à domicile ou en communauté. On veut renforcer la confiance des patients et de leurs proches aidants quant à leur capacité de gérer leurs soins au moment de la transition. Carole Fancont parlait du quadruple objectif. Il s'agit entre autres d'améliorer l'expérience de soins du prestataire. On estime qu'il y a une corrélation entre les réadmissions évitables et enfin, on veut aussi renforcer la capacité des équipes à établir des partenariats avec les patients et leurs proches par rapport à l'amélioration des transitions. On veut que les patients et les aidants naturels fassent partie de l'équipe d'amélioration de la qualité. Alors, le projet collaboratif lui-même dure 17 mois au total. Et avant le lancement officiel, nous sommes ici, dans le cadre de ce webinaire, pour vous donner des renseignements et, on l'espère, pour répondre à vos questions. D'ailleurs, on invite les équipes à déposer des expressions d'engagement entre maintenant et le 15 juin. Il y aura un examen des candidatures et les candidats acceptés seront prévenus en octobre. Ensuite, il y aura un webinaire d'orientation la première semaine du mois d'octobre et il y aura un atelier en personne au mois de novembre. Par la suite, il y aura des webinaires virtuels qui auront lieu environ toutes les 6 semaines, qui durent 1 heure et qui sont consacrés à du contenu éducatif sur l'amélioration de la qualité, les partenariats avec les patients, la mesure, l'évaluation et l'apprentissage par rapport à des innovations particulières et comment les mettre en œuvre. Les équipes devront déposer des rapports de progrès au fil du temps et ensemble, on créera un plan de mesure pour déterminer comment les partenariats peuvent avoir un impact sur l'amélioration de la qualité et plus précisément l'amélioration des transitions. Et il y aura un suivi suite à la fin de ce projet. On vous demandera quel est l'état de votre projet, est-il pérenne ou non. Il y a beaucoup d'avantages à participer à un projet pan-canadien comme celui-ci. Alors, dans ce cas-ci, chaque équipe au réseau est admissible à 40 000 jusqu'à 40 000 en fonds de démarrage. Par ailleurs, vous aurez un réseau d'équipes qui s'intéressent aux mêmes questions, dont des patients partenaires et des membres d'équipe de partout au Canada qui travaillent à des initiatives similaires. Vous aurez accès aux enseignants et formateurs de la FCASS qui vous offriront un contenu éducatif et de l'encadrement afin de vous aider à surmonter les obstacles, les embûches en cours de route. Ces projets collaboratifs offrent des séances d'enseignement, comme je le disais, par l'entremise de webinaires et d'un atelier en personne pour vous et votre équipe sur des sujets comme la participation du patient, la mesure, la diffusion et la pérennité d'un projet. Et enfin, toutes les équipes retenues auront accès à une plateforme d'apprentissage en ligne où elles pourront participer à des discussions, où elles auront accès à des ressources qu'elles pourront partager d'ailleurs et où elles auront accès au soutien du personnel. Alors, tout au long de cette initiative, les équipes retenues entreront en partenariat avec les équipes et avec les patients et leurs familles pour mettre en œuvre 4 interventions pour améliorer les transitions de soins. Alors, je vais mettre en exergue ces 4 transitions et ensuite, je céderai la parole à Shoshana
qui nous parlera davantage de OOSP ou de PODS. Il s'agit d'une innovation qui a été conçue avec des patients pour les patients. C'est un outil visant à améliorer la communication d'informations, informations dont les patients ont besoin et qui doit être bien comprise. Shoshana Hahn-Goldberg pilote ce travail à Open Lab et elle nous parlera donc des particularités de cette intervention. La deuxième amélioration est la méthode de réenseignement. La méthode de réenseignement ou d'enseignement dans ses propres mots, c'est pour veiller à ce que le patient comprenne l'information. On sait que ceci peut renforcer la connaissance du patient de sa maladie, l'observance du traitement et également l'efficacité sur le plan de la gestion des soins. Dans le cadre de la trousse axée sur le patient, les équipes vont activement accueillir les proches aidants dans les méthodes de soins. Angela Moret disait toujours, on ne peut pas entrer en partenariat avec les patients et leurs familles si les portes sont fermées. Les patients et leurs familles identifieront comment ils sont intégrés au cercle de soins et quels sont les obstacles à leur participation. Enfin, pour renforcer la continuité des soins, les équipes d'amélioration seront invitées à trouver des moyens de faire un suivi auprès des patients et des aidants naturels une fois qu'ils quittent l'hôpital. C'est là qu'ils pourront travailler avec les organismes communautaires pour élaborer des méthodes comme les appels de suivi, les visites à domicile ou autres. On sait que l'adaptation est nécessaire à la diffusion et à la mise à l'échelle de projets d'amélioration et donc les équipes sont encouragées à adapter ces méthodes à leur contexte local. À ce stade, je cède la parole à Shoshana de Open Lab qui nous parlera davantage de OOSP et qui nous parlera donc d'études de cas particulières. Bonjour à tous, ici Shoshana de Open Labs. Alors, je vais un peu vous parler de OOSP et faire quelques études de cas. Je voulais brièvement signaler que Open Lab est un centre de conception, d'innovation qui se trouve dans le réseau de santé universitaire à Toronto, mais notre travail s'étend au-delà de l'hôpital, dans la communauté. Et ici, vous avez notre manifeste. Nous travaillons avec les usagers, les patients, et nous utilisons des techniques pour créer des solutions avec eux. Alors, OOSP signifie sommaire de congé axé sur le patient. Alors, ceci a commencé par une initiative avec les patients. On a commencé par un exercice de schématisation de l'expérience du patient en novembre 2013. Par la suite, on a créé une équipe qui avait des patients et des familles et on a aussi fait des efforts particuliers pour établir des liens avec des patients et des familles qui sont généralement plus difficiles à joindre pour des initiatives de conception conjointe, pour des raisons, par exemple, linguistiques, de santé mentale, afin de surmonter ces difficultés. On s'est servi donc d'une trousse de découverte culturelle qui comprenait un journal et un appareil photo jetable qui permettait aux patients de documenter leur séjour chez eux suite à leur séjour hospitalier. Qu'est-ce qui aurait pu les aider si on leur avait donné ce qu'il fallait à l'hôpital avant leur congé? Ici, vous avez le gabarit qu'on a créé avec les patients et leurs familles. Et donc, ceci représente 2 des 3 catégories de lignes directrices qui représentent l'OOSP. L'OOSP est composé du contenu, de la conception et du processus. Le contenu, 5 éléments principaux de contenu qui sont importants pour les patients, donc les médicaments par rapport aux patients, ce qu'il doit prendre, comment savoir s'il faut s'inquiéter, comment devrait-il se sentir, par exemple, quel niveau de douleur est admissible, et quand aller aux salles d'urgence, quels symptômes surveiller, modification aux habitudes de vie, donc quand reprendre les activités normales, et tout changement au régime alimentaire, à l'exercice, les rendez-vous de suivi, à savoir s'ils ont été pris ou non, et ensuite, où aller chercher d'autres informations avec des numéros de téléphone. Pour la conception, vous allez voir que le patient
pouvez prendre des notes. C'était très important pour les patients qui ont participé à cet exercice. Les rubriques sont très claires. Vous avez des polices en caractère gras, un langage très simple. Et ensuite, il y a des changements de processus qui sont associés aux 4 volets du projet collaboratif. Alors, à partir de la conception, on a fait un projet pilote d'adoptants précoces et 8 hôpitaux de la région d'Ottawa ont mis en œuvre le projet OUSP dans au moins un groupe de patients. Et on a pu obtenir des données pré- et post-intervention. Et cette diapositive montre la différence, enfin, dans quelle mesure les patients comprenaient les divers éléments de leur sommaire de congé. En gros, il y a eu une amélioration de 10 %. Donc, les hôpitaux ont adapté cela à leurs propres patients et à leurs propres activités. Ensuite, on a examiné l'expérience du prestataire et on a constaté qu'il n'y avait pas de charge de travail supplémentaire et d'ailleurs, ça les rendait plus confiants sur le plan des directives suite au congé. Donc, dès 2017, on a reçu une subvention Arctic pour diffuser les innovations en Ontario. Et vous avez ici les hôpitaux qui font partie de cette communauté de pratique qui élaborent OOPS ou déploient OOPS dans leur milieu. Alors, je vais à présent vous donner quelques exemples des moyens par lesquels divers hôpitaux se sont servis d'OOSP. Et certains des éléments à noter. Chaque hôpital, comme je le disais, fait de ce projet son propre projet. Certaines choses peuvent varier d'un hôpital à l'autre, à savoir quand on remet OOSP, est-ce que ça fait partie du processus régulier de congé, est-ce que ça fait partie du résumé régulier, est-ce que c'est envoyé au médecin de famille, est-ce que c'est un processus. Dans certains cas, on remet une feuille vierge aux patients et à leur famille pendant leur séjour. Alors, comment? Pour certains, ça fait partie du dossier de santé électronique. Parfois, on peut y extraire des renseignements directement selon le diagnostic du patient. Ça peut être disponible par l'entremise d'un portail. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui se servent du format papier qu'ils remettent aux patients. Il y en a d'autres qui se servent d'une appli mobile comme plateforme pour offrir l'OOSP. Et ensuite, qu'est-ce qui est inclus dans l'OOSP? Certaines portions peuvent être pré-remplies ou alors il peut y avoir un contenu pré-rempli. Il peut y avoir un contenu qui n'est pas pré-rempli, personnalisé, un contenu qui est pré-rempli. Alors, très rapidement, un hôpital est CAMH, CSM, et voici donc très rapidement leur résumé de congé hospitalier. Alors, pré-OUSP, et donc d'avril 2017 à novembre 2017, quand ils ont lancé OUSP à l'échelle de l'hôpital, ils ont pu réaliser ce que vous voyez ici. Vous voyez ce qu'ils ont fait par rapport au gabarit que je vous ai montré il y a un instant. Donc, il y a un changement de langage, par exemple. En haut, vous avez je suis arrivée à l'hôpital parce que j'ai, et comme vous voyez, le modèle CTSM dit parce que j'éprouvais plutôt que parce que j'avais. Parce que pour eux, c'est plus logique pour leurs patients. Ensuite, leurs sections sont un peu différentes. Plutôt que changement à mes habitudes et à qui m'adresser pour avoir d'autres informations, eux, ils disent mes objectifs en communauté et comment les atteindre, et ensuite mes soutiens suite au congé. Un autre exemple que je voulais présenter est celui de l'Institut de réadaptation de Toronto, TRI. Alors, voici le processus pré-mise en œuvre de OOSP. Vous aviez une évaluation en équipe avec une préparation au congé, un enseignement tout au long de la réadaptation, au moment une conférence sur les soins avant le congé, et le jour du congé, le patient recevait une trousse et une discussion. Alors, de juin 2017 à décembre, ils ont créé
leur outil OOSP, certains des éléments clés, la création d'un groupe de travail OOSP, l'évaluation des besoins et des lacunes, l'élaboration d'un outil et de processus qui sont logiques pour TRI, pour combler ces lacunes. Et leur nouveau processus est très similaire, sauf qu'on a une rencontre 3-4 jours avant le congé pour préparer le patient au congé, pour voir si le patient peut réexpliquer ce qu'on lui a expliqué. Et voici une image de leur guide de réenseignement, donc d'explication par l'usager, dont ils se servent avec le patient. Un autre exemple de TRI très similaire à ce qu'on vient de voir, qui était pour l'AVC. Alors ici, dans les rencontres d'explication par l'usager, on remplit le formulaire OOSP avec le patient dans les mots du patient et ensuite le patient reprend le tout chez lui. Ensuite, je voulais vous donner deux petits exemples très rapides donc du projet pilote d'adoptant précoce. À gauche, en vert, vous avez le résumé de congé axé sur le patient qui provient de Sick Kids, qui était en gros vierge avec quelques renseignements pré-remplis. Une chose qui a été rajoutée, c'est l'information de contact, les coordonnées, ainsi qu'une petite liste de choses à faire que les familles oubliaient souvent de faire avant de partir. Et c'était imprimé sur des documents remis aux patients à l'admission. Et chaque fois qu'une infirmière rentrait dans la pièce, on rappelait à la famille de sortir son OOSP pour s'en servir pour prendre des notes. Vous n'avez que le verso ici, mais il y a aussi le recto de l'autre côté, St. Joe's, à Toronto aussi. En voici un qui a été créé. Je crois dans ce cas-ci que c'était pour la MPOC. Et ici, donc, certaines choses étaient pré-remplies, comme vous voyez, comment je pourrais me sentir et quoi faire. Et ils se sont servis de couleurs pour mettre en exergue les symptômes à examiner, à suivre, et ce qui constitue une urgence. Alors voici qui me mène à la fin de mon propos. Christine Maïka, merci Shoshana. On est vraiment impressionnés de voir tout le travail qui se fait en Ontario. Et les adaptations d'ailleurs que les gens, dans leur contexte, peuvent apporter selon leur population de patients. Donc, on parle beaucoup de patients. Et maintenant, je veux céder la parole à notre patiente partenaire pour qu'elle parle des possibilités de créer des partenariats avec les patients, surtout pour cette initiative. Angela Morin. Merci, Christine. Alors, comme on l'a entendu jusqu'à présent, il y a beaucoup de possibilités d'apprendre et d'améliorer les soins, à la fois pour les prestataires comme pour les patients. Et pour combler les lacunes entre les organisations, de sorte que l'on puisse permettre aux patients et aux aidants naturels de participer aux transitions pour améliorer leur fluidité. Les patients doivent être perçus comme des partenaires de leurs soins. Et ce projet collaboratif vise à concevoir une trousse de congé avec le patient et la famille à titre de membre de l'équipe. Le rôle du patient ressource est de convertir l'équipe d'une équipe qui agit sur le patient à une équipe qui agit avec le patient. Ça se fera pendant la conception et le déploiement de la trousse pour identifier des mesures de réussite et pour contribuer à la perspective du patient à la conversation. Ce à quoi ça pourrait représenter pour les patients ressources. Dans le cadre de ce projet collaboratif, on s'attend à ce que les patients ne soient pas détenteurs d'un rôle symbolique, mais qu'ils aient véritablement un rôle tout au long du projet collaboratif. Ils peuvent être un agent de liaison entre le projet et d'autres conseils ou patients dans l'organisation ou soutenir diverses pratiques tout au long de l'initiative. Ils pourront contester le statu quo, poser des questions et garantir que la perspective du patient est prise en compte dans la conception de la trousse et que les choses qui importent pour le patient sont utilisées pour informer la suite des choses.
Je peux vous dire en toute confiance qu'une fois que les patients et les aidants naturels font partie d'une équipe, vous, le patient ressource, commencerez à comprendre comment contribuer. Vous comprendrez quelle est votre perspective critique. Vous pourrez fournir conseils, entre autres sur le plan de l'évaluation des documents, pourrez participer à l'élaboration d'outils de communication. Vous pourrez trouver les moyens d'élargir la participation du patient. Vous pourrez parler de votre expérience pour renforcer l'utilité de ce personnel. C'est vous qui donnerez une valeur concrète à ce travail pour créer une meilleure expérience pour le patient et le prestataire dans la transition de soins. Votre présence dans l'équipe changera la teneur des conversations. La clé, c'est d'inclure le patient ressource, d'ailleurs plus d'un patient ressource au sein de l'équipe. Ça peut vous paraître évident, mais parfois, le patient a l'impression qu'il est un membre externe, qui n'est invité à participer que lorsque l'équipe le juge utile. Pour être un véritable membre de l'équipe, le patient doit participer à toutes les rencontres de l'équipe. Vous, comme patient ressource, peut-être que vous ne participerez pas à toutes les rencontres. Cela dit, vous devez participer à l'identification des rencontres auxquelles vous devriez participer. Vous devez être membre de l'équipe dès le début, c'est-à-dire maintenant. Les patients ressources doivent être entendus, mais ils doivent aussi comprendre comment leur rapport influence le travail, comment ce qu'ils contribuent est intégré au travail. Il ne s'agit pas tout simplement pour le patient de partager sa rétroaction, mais plutôt de partager ce qui est important pour faire avancer, faire progresser les soins. Il s'agit de faire appel à leur expérience vécue pour améliorer le projet. Donc, il est important de garantir que tous les membres de l'équipe comprennent le rôle du patient. L'équipe de la FCSS comprend que pour certains patients ressources, ce sera une nouvelle façon de participer. Et pour certains organismes, ce sera aussi une nouvelle participation. Et on reconnaît que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Donc, tout au long de ce projet collaboratif, il y aura des ressources, de l'éducation, de l'encouragement. Nous offrirons des ROUS comme la plateforme de ressources pour les patients qui comprend des trousses sur la mobilisation efficace du patient et de sa famille, élaborées à la fois par patient et prestataire. Je vous encourage à les consulter très tôt dans le processus. La conception conjointe permet d'améliorer les résultats. C'est ce partenariat, le partage d'idées, qui permettra à votre équipe d'avoir un pont vers la maison durable. Christine Maïka, merci Angela. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir comme patiente partenaire pour nous aider à comprendre comment on aide les autres à mobiliser. On voulait, je vous le rappelle, vous donner beaucoup de temps pour vos questions, alors je vais brièvement vous donner un aperçu des moyens par lesquels vous pouvez présenter votre demande d'admission. Nous venons d'inclure un lien où vous avez toutes les ressources. C'est là que se trouveront les archives et les diapositives de ce webinaire aussi. Alors d'abord, il s'agit de constituer votre équipe. Angela nous a expliqué que vous devez avoir un patient ressource très tôt dans le processus. Alors, il y a 4 membres essentiels. Et ensuite, vous pouvez ajouter des membres supplémentaires. Entre autres, ceux qui seront directement touchés par ces changements. Ce dont on parle dans notre prospectus, ainsi que dans l'expression d'engagement et dans le formulaire de demande, c'est la notion de réseau. On cherche des organisations comme des hôpitaux qui entrent en partenariat avec des organismes communautaires afin d'améliorer les transitions ensemble. Et précisément, le suivi, c'est ce qui exigera que les hôpitaux travaillent avec des organismes communautaires. Alors, tâchez de voir qui pourra participer dans votre réseau. L'expression d'engagement, à laquelle je viens de faire référence, est disponible sur ce site web. Voici le processus de demande officielle. On a diverses sections dans l'expression d'engagement. Vous pouvez communiquer avec moi. Entre autres, vous avez mon adresse courriel dans cet exposé PowerPoint et dans le site web. Donc, il y a certaines informations à saisir. On veut savoir quel est votre degré de préparation actuel à mobiliser les patients, qui fera partie de votre équipe, et quelle est votre occasion d'amélioration.
Il y a un formulaire de conflit d'intérêt, c'est une formalité que vous devez remplir dans le cadre de votre demande. Et enfin, la demande doit m'être envoyée à moi-même, Christine Maïka, et vous avez mon adresse électronique ici, ainsi que dans l'expression d'engagement. Alors, envoyez tout ce contenu à moi-même. Et voici les quatre étapes assez simples à suivre. Alors, les demandes doivent être reçues d'ici le 15 août. Alors, veillez à ce que je les reçoive d'ici là. Et vous serez prévenu la semaine du 10 septembre si vous avez été retenu. Le 3 octobre, nous aurons notre première rencontre virtuelle, un webinaire d'orientation. On vous expliquera ce que nous allons apprendre, qui participe à ce projet collaboratif. Et les équipes, d'ailleurs, doivent remplir un protocole d'entente. Il s'agit des grandes lignes du travail dans le cadre de ces 17 mois. Tout sera affiché sur notre site web, vous aurez le lien ici, ainsi que les enregistrements, dont l'enregistrement de ce webinaire, qui sont toujours affichés dans les 2 jours ouvrables suite à un webinaire. Alors, beaucoup de ressources sur notre site web, dans divers endroits, consultez-les, et beaucoup de références aussi. Il ne s'agit pas ici d'être pionnier, mais plutôt de faire fond sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Alors, on s'était donné du temps pour les questions. Nous avons environ 15 minutes. Alors, si ce n'est déjà fait, veuillez saisir vos questions dans la boîte de dialogue et nous allons les lire afin d'éclairer votre participation à ce projet collaboratif. Notre première question était posée par Della. Elle dit, quand vous dites transition vers la maison, est-ce que vous voulez simplement vers la résidence de quelqu'un ou est-ce que vous tenez compte de la transition vers un foyer de transition, c'est-à-dire un établissement de soins de longue durée ou alors un établissement collectif? La réponse est oui. Toutes ces permutations sont possibles. Le domicile, c'est l'endroit où se rend le patient suite à son séjour hospitalier. Alors, si vous venez d'un établissement de soins de longue durée ou même d'un foyer collectif, votre candidature est la bienvenue. Je crois qu'il y a au moins une autre question. Alors, il y a une question ici de Gail. J'ai beaucoup aimé l'exposé sur OOSP. Merci, Shoshana. Est-ce que c'est un moyen de partager les renseignements entre l'hôpital et le patient ou est-ce qu'il y a une conversation à savoir ce qui serait possible pour le patient et la famille à la maison? Par exemple, est-ce qu'ils peuvent se permettre les médicaments? Est-ce qu'ils ont moyen de faire des suivis? Je me demande si on peut prolonger le concept de la conception conjointe à l'individu dans OOSP. Alors, Shoshana, je vous cède la parole. Shoshana Hahn Goldberg, merci pour cette question. En fait, dans une situation idéale, OOSP est remis au patient par l'entremise d'une conversation, de réenseignement, par exemple. On demande aux patients et aux familles ce genre de questions, c'est-à-dire de quelle aide avez-vous besoin, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, et on leur donne l'occasion de poser des questions à leurs prestataires de soins de santé par l'entremise de ces conversations, que ce soit lors d'une rencontre ou alors seul à seul, lors d'une séance de réenseignement. Alors ça, c'est l'idéal. Christine Maïka, merci Shoshana. Il y a une autre question ici de Becky, de Prairie Mountain Health. Elle dit, est-ce que vous avez estimé combien d'heures seraient nécessaires point de vue gestion de projet? Alors voilà une question difficile. Peut-être que Carole Sancott a quelques idées à partager avec nous, ou encore même Shoshana qui pourrait nous parler du niveau de participation. Je sais que vous l'avez fait, vous, en quelques mois de manière accélérée, mais peut-être que vous aurez quelque chose à dire. Alors d'abord, Carole. Carole Sancott. Voilà une excellente question, Becky. Et ça m'oblige à réfléchir à d'autres projets collaboratifs et comment les gens se servent des budgets qui leur sont accordés. Je dirais très certainement que le budget, en gros,
est affecté aux ressources humaines. L'affectation de ces heures dépend du type d'initiative. Alors, c'est difficile de dire, mais je pense que réfléchissez à d'autres initiatives de votre organisme et voir si vous ne pouvez pas évaluer ce que vous avez contribué dans le passé par rapport à d'autres initiatives. Par ailleurs, les conseils de Shoshana sont les bienvenus parce que Shoshana a plusieurs hôpitaux dans son euh, réseau qui mettent en œuvre OUSPA. Alors peut-être que Shoshana a davantage à nous dire à ce propos. Shoshana Han Goldberg. Écoutez, c'est difficile de dire combien de temps il faut consacrer pour chaque hôpital, mais une chose qui a été dite par des groupes qui mettent en œuvre OUSPA, c'est entre 0,3 et 0,6 ETP pendant 6 mois pour lancer le projet. Et une fois que le projet est en cours, ça dépend de la diffusion. Est-ce qu'il sera diffusé dans l'ensemble de l'hôpital d'un coup ou est-ce que ce sera dans une unité et ensuite il sera diffusé à un autre groupe et ensuite un autre? Alors, pour les hôpitaux, par exemple, qui mettent en œuvre dans un groupe de patients pendant 3 à 6 mois et qui n'ont plus besoin de gestion de projet par la suite parce que c'est intégré à la routine, si vous voulez, par la suite. Donc, ça ne représente plus de temps. Christine Maïka, je vois que Becky saisit une réponse. C'est important lorsque vous prenez votre décision d'être informé. Une autre question, Shoshana, je vois. Est-ce qu'il y a des examens sur le plan de la transition à la maison depuis les services d'urgence? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire à ce propos. Shoshana Han Goldberg, justement, on a un groupe qui travaille, donc transition à la maison depuis les services d'urgence. Ça peut être plus problématique dans certains cas qu'à partir des autres services. La majorité des travaux ont été faits à partir de la réadaptation, par exemple, dans ce cas-ci, mais dans certains hôpitaux qui font partie de la communauté de pratique, il en est question. Donc, des transitions à partir des services d'urgence. Carol Sancott, merci, Shoshana. Ce que j'ajouterais, c'est que c'est un point de transition clé. C'est souvent abordé par les patients, leurs familles, mais aussi dans la littérature scientifique, à l'effet que c'est très difficile d'aborder cette transition, plus particulièrement. Je passe à la prochaine question de Sherry Allison qui dit combien d'équipes seront retenues? Alors, dans le prospectus, nous avions dit à l'origine, et dans le budget de la FCSS qui est proposé, en fait, c'est de soutenir 12 équipes. Je dirais cependant que nous sommes souples. Et si nous avons beaucoup d'équipes qui présentent une demande, on va peut-être envisager d'augmenter ce nombre au besoin, mais ça dépend aussi du nombre, de la quantité d'argent que demanderont les équipes. Ce n'est pas tout le monde qui demandera la totalité du montant, ce qui permet d'inclure plus d'équipes qu'on ne croyait au début. Alors, nous avons une question de Shannon. Quels sont les critères dont vous vous servez pour choisir les équipes? Christine Maïka. Un peu plus tôt, je l'ai dit très rapidement, mais ça vous donnera un aperçu de ce qu'on demande. Alors, l'examen des demandes seront faits à partir de l'expression d'engagement qui seront envoyées par les organisations. Nous avons été très explicites sur le plan de l'accueil des réseaux. Alors, ceux qui sont prêts à entrer en partenariat avec des organismes communautaires et des organismes hospitaliers en particulier, mais également
Vous allez voir qu'on examine quel est l'état actuel et on veut savoir comment faire partie de ce projet collaboratif pourrait éclairer un projet existant. Il est possible que vous ayez des projets existants et cela peut parfaitement aller. Nous avons été très explicites sur le plan de la compréhension du degré de préparation de chaque organisme à mobiliser les patients et leurs proches dans l'amélioration de la qualité. Vous n'êtes pas exclu si vous ne l'avez jamais fait, mais on veut voir que vous avez déjà réfléchi aux rôles éventuels des patients et de leurs proches. Angela a beaucoup parlé de la structure qui peut être utile et même nécessaire pour véritablement faire participer les patients d'entrée de jeu. Ça peut être par exemple à quelle heure sont vos réunions et quand envisagez-vous de les faire participer? L'inclusion des participants, des patients dans l'équipe est importante. Et on demande aussi qu'un patient ressource soit nommé dans les membres principaux de l'équipe. Alors, j'espère que ça vous donne un petit aperçu. Si vous n'avez pas encore examiné l'expression d'engagement, je vous encourage à le faire. Et si vous avez des questions en plus de ce que j'ai décrit, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue ou communiquer avec moi. Ici, Carole Fancott. Si vous me permettez de renchérir, vous savez, du point de vue de la FCISS, ce qu'on cherche, ce sont des équipes qui seront capables de mettre en œuvre la trousse de transition de soins dans leur organisme. Des organismes qui ont démontré que cela est aligné sur leurs priorités stratégiques, qui ont une bonne équipe en place et qui sont prêtes et capables à entrer en partenariat avec les patients et les proches de leur communauté. Donc, c'est le genre de choses que l'on cherche. Et comme Christine le disait, je présume que la majorité des hôpitaux font déjà du travail dans ce domaine où ils ont réfléchi. Alors, si vous pouvez montrer comment vous faites fond là-dessus ou comment vous envisagez de diffuser dans votre organisme ce genre de choses que l'on cherche à trouver dans votre expression d'engagement. Christine Maïka. Alors, je pense qu'on a le temps de répondre à une autre question. Nous avons une rapide évaluation à la toute fin. Cela dit, nous allons prendre toutes les questions dans la boîte de dialogue et nous allons y répondre. Et ensuite, nous afficherons le document, une foire aux questions, sur le site web que je vous ai présenté et que je vais réafficher. Le voici. Et donc, nous encourageons à voir cela en anglais et en français. Alors, ne désespérez pas. Si on ne répond pas à votre question, et je regarde s'il y en a une dernière. Est-ce qu'on recevra une trousse qui peut être adoptée à notre contexte, c'est-à-dire éviter de réinventer la roue? Alors, Christine Macaoui, on sait que l'adaptation est la clé de la pérennité, de la diffusion et de la mise à l'échelle d'une innovation. Donc, tout à fait, nous accueillons les adaptations. Je pense que Shoshana Han Goldberg vous a montré justement comment leur projet a été adopté et adapté. Mais tout à fait, si vous ne vous servez pas, par exemple, de la méthode de réenseignement, quelles sont vos autres méthodes de communication et d'enseignement? On est très ouvert à l'adaptation si c'est conforme à la philosophie et aux principes généraux du partenariat avec le patient. Alors, je suis désolée qu'on n'ait pas le temps de répondre à toutes les questions. Cela dit, on aimerait vous remercier sincèrement de votre participation à l'appel d'aujourd'hui et j'espère que vous envisagerez de faire partie de ce projet, que vous enverrez une demande. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos questions en anglais ou en français à moi-même, Christine Maïka. Et avant de quitter le webinaire, je vous demande de nous parler de votre expérience aujourd'hui en répondant aux questions suivantes. La première question, cette séance vous a-t-elle fourni les renseignements dont vous aviez besoin pour prendre une décision quant à la présentation d'une demande d'admission, oui ou non? Et ensuite, à la suite de votre participation à ce webinaire, avez-vous l'intention de présenter une demande d'admission au projet collaboratif, oui ou non? Et si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas, saisissez-les dans le troisième encadré. D'ici 2 jours ouvrables, ce sera affiché sur notre site web. En attendant, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Et ceci conclut notre webinaire. Merci encore au nom de nous tous à la Fondation et des conférencières. Merci. La téléphoniste, ceci conclut
l'appel d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.